Aujourd'hui, nous allons réviser un concept vu lors de la troisième étape, soit les vitesses de réaction, donc le chapitre 5 du cahier éléments. Tout d'abord, une réaction chimique se définit comme étant une transformation de réactif en produit. Il y a donc une réorganisation complète des atomes, ce qui a pour effet de changer la nature des liaisons chimiques. Mesurer la vitesse de réaction signifie donc trouver à quel rythme les réactifs se transforment en produits. Elle correspond donc à la quantité de réactifs consommés ou de produits formés par unité de temps. La vitesse de réaction peut être exprimée à l'aide de différentes unités, grammes par seconde, millilitres par minute, mol par heure, etc. Voici la formule pour calculer la vitesse de réaction. À noter que nous exprimons toujours la vitesse d'une réaction chimique à l'aide de valeurs positives, même si la variation de quantité de réactifs est toujours négative, car la quantité finale est inférieure à celle initiale. Alors, dans l'exemple suivant, on a du magnésium et de l'acide chlorhydrique qui vont réagir ensemble pour former de la dichlorure de magnésium ainsi que du dihydrogène. Alors, on a 15 grammes de magnésium sont consommés en l'espace d'une heure. Quelle est la vitesse de réaction du point de vue du magnésium en mol par minute? Donc, pour résoudre, premièrement, on a besoin de la masse molaire du magnésium. On va dans le tableau périodique et c'est 24,31 grammes par mol. Maintenant, on veut savoir combien on a de mol dans 15 grammes. Donc, on fait une règle de 3 et ça va donner 0,62 mol. Donc, ce 0,62 là, 62 mol là est consommé en l'espace d'une heure, donc 60 minutes. Et on veut trouver combien est consommé en une minute. Alors, encore une fois, on fait une règle de 3 et ça va donner 0,01 mol par minute. Pour une réaction donnée, la vitesse de réaction est un concept relatif à l'espèce prise en compte et dépend des coefficients stéchiométriques impliqués. Nous allons faire un exemple. Pour l'équation A plus 2B donne 3C plus D, on remarque que le réactif A est consommé 3 fois moins vite que la substance C est produite, et ça, c'est en raison des coefficients stéchiométriques. Comme la vitesse d'une réaction chimique est toujours dépendante de l'espèce prise en compte et proportionnelle au coefficient stéchiométrique de cette espèce dans l'équation chimique équilibrée, on utilise le concept de vitesse générale de réaction. On l'exprime tout le temps en mol par seconde ou en mol par litre fois seconde si c'est une concentration. Il est donc très important de convertir toutes les données en mol avant de faire quelque calcul que ce soit. La vitesse générale de réaction se définit comme la vitesse de réaction d'une espèce chimique impliquée dans la réaction divisée par son coefficient stéchiométrique. Alors, pour cette réaction, c'est important de comprendre que la vitesse générale va être égale à la vitesse de réaction du point de vue du CH10 divisé par son coefficient, va être égale à la vitesse du dioxygène divisé par son coefficient, va être égale à la vitesse du CO2 divisé par son coefficient et va être égale à la vitesse de réaction du H2O divisé par son coefficient. Et toutes ces valeurs vont être égales, vont donner la même valeur numérique. Pour certains problèmes, il faut également se souvenir de la loi des gaz parfaits, soit PV égale nRT. Maintenant, tout comme la vitesse d'une voiture varie au cours d'un trajet, le rythme de transformation des réactifs n'est pas constant tout au long d'une réaction. De façon générale, il est plus élevé au départ et diminue au fur et à mesure que la réaction progresse. La vitesse moyenne est le rapport entre la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit et l'intervalle de temps sur lequel cette variation s'est effectuée. Pour la calculer, on divise le delta Y, c'est-à-dire la variation de la concentration du réactif ou du produit sur un intervalle de temps donné, par le delta X, c'est-à-dire l'intervalle de temps donné. Une vitesse ne pouvant pas être négative, la réponse sera la valeur absolue de la division. Nous allons faire un exemple pour mieux comprendre.
Alors, pour calculer la vitesse moyenne, la première chose à faire est de se demander sur quel intervalle on veut calculer cette vitesse. Alors, à l'exemple au tableau, c'est entre le début de la réaction et la 12e seconde. On trace une droite sécante qui passe par les deux points entre lesquels on veut mesurer la vitesse. Et ensuite, on calcule la pente de la droite sécante passant par les deux points représentatifs de l'intervalle. Et on calcule la pente comme on l'a appris en mathématiques avec la variation de concentration de réactif sur le temps. La vitesse instantanée, quant à elle, est la vitesse de la réaction à un moment précis de la réaction. Pour la calculer, on peut utiliser la méthode des intervalles vue en physique, qui revient à la même que dans le cahier. Nous allons faire un exemple pour mieux comprendre. Alors, dans cet exemple-là, ce qu'on veut trouver, c'est la vitesse instantanée à 12 secondes. Alors, on va commencer par tracer une droite tangente qui passe par le point à 12 secondes. Puis ensuite de ça, pour trouver la vitesse instantanée, ce qu'on veut en fait trouver, c'est la pente de cette droite-là. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux points sur la droite, puis on va faire delta Y sur delta X, donc le delta de la concentration sur le delta du temps. Dans cet exemple-là, on pourrait prendre deux points qui arrivent juste. Donc, on pourrait prendre le point 6,0.40 et le point 18,0. On fait delta Y sur delta X, donc delta de la concentration sur le delta du temps, ce qui nous donne 0 moins 0,4, ça donne moins 0,4, sur 18 moins 6 qui donne 12. Donc, en fait, on arrive à moins 0,40 sur 12, ce qui nous donne moins 0,0333 mol par litre fois seconde. Mais on va prendre tout le temps la valeur absolue de ce que ça nous donne. Donc, la vitesse instantanée à la 12e seconde est de 0,033 mol par litre fois seconde. Pour qu'une réaction se produise, les particules de réactif doivent s'entrechoquer, donc entrer en collision. Toujours dans cette optique, deux conditions sont absolument nécessaires pour qu'une réaction chimique se produise. La première est l'atteinte de l'énergie d'activation. En effet, les collisions entre les particules des réactifs doivent posséder l'énergie minimale requise pour que les liaisons chimiques se rompent et que l'ensemble évolue vers la formation des produits. Une collision entre les réactifs doit impliquer une quantité d'énergie supérieure ou égale à l'énergie d'activation pour que les liaisons chimiques des réactifs puissent être brisées et que le complexe activé soit atteint. La deuxième condition est l'orientation spatiale des réactifs appropriés. En effet, les particules de réactifs doivent se heurter selon une orientation spatiale adéquate pour provoquer un réarrangement menant à la formation de produits. Il est très important de noter qu'il faut absolument que les deux conditions soient remplies, pas seulement une, pour qu'une réaction chimique se produise. Si les collisions entre les particules de réactifs respectent les deux conditions, on les qualifie d'efficaces ou d'effectives, car elles mènent à la formation de produits. Par contre, si les collisions entre les particules de réactifs ne respectent pas ces deux conditions, on les qualifie d'élastiques ou d'inefficaces. Les particules rebondissent les unes sur les autres sans perte d'énergie. Rares sont les réactions chimiques qui se réalisent en une seule étape. À vrai dire, la plupart des réactions chimiques se produisent selon un enchaînement de réactions élémentaires, ce qu'on appelle un mécanisme réactionnel. Dans un mécanisme réactionnel, chacune des réactions élémentaires possède sa propre énergie d'activation, son propre complexe activé, sa propre variation d'enthalpie et par conséquent sa propre vitesse de réaction. La vitesse de réaction globale d'un mécanisme réactionnel correspond donc à la vitesse de réaction de l'étape déterminante, c'est-à-dire de l'étape la plus lente, celle dont l'énergie d'activation est la plus élevée. À noter que l'étape déterminante n'est pas nécessairement celle qui a le complexe activé de plus haute enthalpie, c'est vraiment celle dont l'énergie d'activation est la plus grande. Il est possible d'augmenter ou de diminuer le nombre de collisions efficaces, donc la vitesse de réaction, selon certains facteurs.
On remarque que plus les liaisons chimiques à l'intérieur d'une molécule sont fortes, plus l'énergie d'activation est élevée et donc plus la vitesse de réaction va être faible. Par exemple, une réaction chimique impliquant le bris d'une molécule de dichlore, Cl2, qui a une seule liaison, se fera beaucoup plus rapidement qu'une réaction chimique impliquant le bris d'une molécule d'alcool allylique, C3H5OH, qui a 9 liaisons. La vitesse d'une réaction chimique est influencée par l'état physique des réactifs. Dans le cas des solides, les particules étant fortement liées, l'énergie d'activation est plus élevée et la réaction se fait très lentement. Quant aux liquides, les particules étant assez fortement liées, l'énergie d'activation est assez élevée et la réaction se fait lentement. Pour les gaz, les particules étant indépendantes, l'énergie d'activation est plutôt faible et la réaction est rapide. Finalement, pour les substances aqueuses, les liaisons entre les molécules étant déjà brisées, l'énergie d'activation est plus faible et la réaction se fait très rapidement. Le principe est assez simple et logique. Plus la surface de contact est grande, par exemple un réactif en poudre plutôt qu'en morceaux, plus la réaction est rapide. Plus la température est élevée, plus la proportion de particules possédant une énergie suffisante est grande et plus la réaction est rapide. Les catalyseurs sont des molécules qui, lorsqu'elles sont introduites dans une réaction chimique, engendrent un nouveau mécanisme réactionnel dont l'énergie d'activation est plus faible, la réaction est donc plus rapide, et sont reformées à la fin de la réaction en étant identiques à ce qu'elles étaient au départ de la réaction. Un autre facteur qui influe sur la vitesse de réaction d'une réaction chimique est la concentration des réactifs. Ce facteur a plusieurs particularités et c'est pourquoi on l'explorera davantage dans cette section. D'abord, une façon directe d'augmenter le nombre de collisions efficaces, donc la vitesse de réaction, consiste à multiplier le nombre de particules de réactifs. On y parvient en augmentant la concentration des réactifs. La vitesse de réaction est déterminée par la fréquence des collisions efficaces qui est en lien avec la concentration des réactifs. Pour déterminer comment cela influe sur la vitesse de réaction, il faut se fier à la loi des vitesses de réaction. La loi sur les vitesses de réaction est une expression mathématique décrivant la relation entre la vitesse d'une réaction chimique et la concentration des réactifs impliqués. Puisqu'on s'intéresse à la concentration, cette loi s'applique seulement aux réactifs qui sont en solution aqueuse ou à l'état gazeux. On ne tient donc pas compte des liquides ni des solides. L'ordre de la relation, c'est un nombre généralement entier qui décrit avec quelle intensité une variation de la concentration d'un réactif influe sur la vitesse de réaction. Plus l'ordre est élevé, plus la vitesse est sensible à une variation de la concentration du réactif en question et inversement. L'ordre de réaction ne correspond pas nécessairement au coefficient stéchiométrique d'une équation chimique, bien que ce soit souvent le cas. La loi des vitesses de réaction se détermine expérimentalement pour la plupart des réactions chimiques. Faire une expérience permet de connaître avec certitude l'ordre de la réaction par rapport à chaque réactif. L'ordre global d'une réaction correspond à la somme des ordres de chaque réactif. Ainsi, pour une réaction impliquant deux réactifs dont l'ordre respectif est M et N, l'ordre global de la réaction est de M plus N. Pour les réactions élémentaires, donc les mécanismes réactionnels à une seule étape, les ordres de réaction correspondent généralement au coefficient stéchiométrique. Il est aussi important de noter que la loi des vitesses de réaction est valable uniquement pour une température donnée. En effet, la constante de vitesse K
rend compte de cette dépendance à la température. Une nouvelle température définira une nouvelle valeur de K et donc une vitesse de réaction différente.